introduction sur le sujet et pourquoi nous avons intitulé notre table ronde « Qualité de l'air, qualité de vie, même combat ». Toutes les enquêtes d'opinion récentes, enfin depuis plusieurs années, nous montrent qu'avec le logement et les transports, auxquels elle est d'ailleurs très intimement liée, la qualité de l'air est l'un des marqueurs de la qualité de vie pour les citoyens en général et singulièrement pour les habitants du Grand Paris. Mais dans le même temps, les études scientifiques nous montrent qu'en fait, c'est même un critère de la qualité de la vie tout court, puisque, à l'inverse, la pollution de l'air est responsable de nombreuses morts prématurées. Alors, les chiffres ne cessent d'enfler. Tout le monde ne présente pas tout à fait les mêmes. Quelques ordres de grandeur. Un qui a été rappelé tout à l'heure de 6600 morts prématurées en Île-de-France. Bon, tout ça, c'est des chiffres par an dus à la pollution de l'air extérieur. 48 000 morts prématurées en France. Alors, à l'échelle européenne, on parle de 400 000, mais récemment, une étude est sortie annonçant que ce serait plutôt 800 000. Et dans le monde, on a des chiffres qui varient entre 3 et 8 millions. Enfin, de toute façon, c'est beaucoup trop. Et donc, ça mérite qu'effectivement, on y consacre une table ronde, mais ça explique aussi que ces derniers temps, il y a eu de nombreuses, en tout cas les actions en justice sur ce sujet se sont multipliées, que ce soit de Bruxelles contre des États membres dont la France, que ce soit de certaines villes européennes dont Paris contre l'Union européenne qui, de leur point de vue, autorisaient aux constructeurs automobiles des largesses en termes d'émissions de CO2, ou que ce soit même des particuliers qui se retournent aujourd'hui contre l'État pour manquement sur ce sujet de qualité de l'air. Donc tout ça, effectivement, fait que donc on voit que les collectivités, quelle que soit l'échelle, ne restent pas les bras croisés. On vient d'en parler de la mise en place de la ZFE élargie à la 86 au 1er juillet. On vient également, donc dans la table ronde précédente, d'évoquer les problèmes que ça pouvait poser en termes de respect en fait, de cette mise en œuvre, qui semble liée une fois de plus au millefeuille administratif français et à la répartition des responsabilités. Donc, dans cette table ronde, bon, je pense que, comme je disais, vu l'actualité, on va réagir un peu à ce qui a été annoncé ce matin, mais également essayer de creuser des pistes de solutions autour de cette thématique avec donc des intervenants qui ont des profils très, très complémentaires. Alors, je propose de donner la parole pour commencer à Karima Delli. Donc, comme je rappelais, vous êtes députée européenne, présidente de la Commission Transport et Tourisme du Parlement européen, et la qualité de l'air, c'est un de vos chevaux de bataille. Et vous êtes arrivée remontée comme une pendule ce matin, après avoir entendu les annonces qui ont été faites justement par Elisabeth Borne et François de Rugy. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces annonces et puis rappeler quand même le contexte de ce que représentent les enjeux autour de la qualité de l'air, notamment en termes de santé publique? Merci. Bonjour. Alors sur la qualité de l'air, je suis souvent remontée comme une pendule. J'ai failli le dire, mais bon, je vous laisse le dire vous-même. Tout simplement parce que je crois qu'on ne réalise pas que la pollution de l'air, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est la maladie du 21e siècle, mais c'est surtout la 3e cause de mortalité en Europe et dans le monde. Et là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme sur la pollution de l'air, et plus on avance, l'Europe a fait son job, au fait. On a mis des normes que les États membres devaient respecter. Et il y a une directive qui s'appelle la directive de 2008, qui s'appelle la directive de qualité de l'air. Et vous savez quoi? On n'est toujours pas en train de la respecter. On est en 2019. La directive, c'était 2008. Et entre-temps, quand vous dites on, vous voulez dire la France? La France ne la respecte pas? Il n'y a pas que la France. Il y a plusieurs États. Mais nous, la France, on ne la respecte pas. Vous avez parlé des chiffres. Et quand on regarde les chiffres ont augmenté. On parle de 600 000 morts prématurées en Europe. En France, avant, c'était 48 000. On est passé à 67 000 morts prématurées. Et c'est là où on devrait se dire, mais il faut faire de la qualité de l'air une cause nationale. Parce que là, on est en train de vivre quoi aujourd'hui?
un cocktail explosif. Cocktail explosif sur la chaleur, donc le climat, et cocktail explosif sur la pollution, la santé. Nous sommes en train de vivre un des plus grands scandales sanitaires. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau, Madame Dely, vos grandes paroles, comme ça. Qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je dis tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment toutes les solutions. Mais il faut un peu de courage politique. Je vais vous donner 3 exemples. Ce matin, j'écoute la radio, on me dit, bon, dès le premier jour de seuil d'alerte, tout de suite, on va réfléchir surtout au dispositif soit de circulation alternée, soit de vignettes critères. Alors, il faut faire attention avec la vignette critère pour plusieurs choses. Moi, je peux vous le dire, puisque c'est moi qui ai levé le lièvre un peu sur le Dieselgate. Il y a encore en Europe 43 millions de voitures qui sont issues du Dieselgate. Il n'y a qu'un pays qui a rappelé les véhicules qui ne respectent pas les normes, parce que là-bas, les véhicules ne respectent pas les normes, parce que les 43 millions dépassent les normes, mais pas de 1 fois, pas de 2 fois, pas de 3 fois. C'est jusqu'à 40 fois. Il y a encore 43 millions qui sont sur nos routes. Alors moi, je veux bien, on peut faire des circulations alternées ou des vignettes critères, mais les vignettes critères ne prennent pas en compte ces véhicules-là. Alors vous avez beau acheter un nouveau véhicule qui est de la norme Euro 6. Là, vous parlez en fait de véhicules diesel qui, du coup, sont officiellement bien notés avec les vignettes critères, mais qui, en fait, polluent beaucoup plus. Voilà. Donc là, on a un problème. Donc moi, je demande, depuis maintenant l'affaire du Dieselgate, le rappel de ces véhicules. Il faut sortir ces véhicules de notre parc. L'Allemagne l'a fait, je ne comprends pas pourquoi nous, on ne le fait pas. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on tergiverse trop sur les dispositifs. On sait maintenant, depuis très longtemps, que sur les transports routiers, on peut faire des choses. Je ne comprends toujours pas pourquoi, et je trouve que c'est un manque dans la LOM, dans la loi des mobilités. Nous avons fait adopter par le Parlement européen une redevance poids lourd. Ce n'est pas pour embêter les transporteurs routiers. C'est que pour demain, tous les pays ont, alors je ne dis pas écotaxe, je dis taxe poids lourd. Ils ont tous une taxe poids lourd sauf nous. Donc ça fait que la France est open bar. Tous les camions viennent chez nous. Et nous, on n'a pas de taxe poids lourd, alors qu'avec ces recettes, on peut relancer ce dont on a besoin. Des transports en commun. Le faire en sorte que demain, les marchandises, c'est sur le fret. On a besoin de fret en France. Et faire en sorte que les transports publics soient mieux réfléchis. Et par exemple, le Grand Paris, je regardais, le Grand Paris va être un vrai enjeu sur les mobilités douces. Je vois toutes ces gares. Je trouve ça... c'est bien de relancer les gares. Mais attention, moi je viens de faire adopter à l'Europe l'obligation d'avoir 8 places de vélo dans tous les trains. Donc demain, les gares, il faut des parkings de vélo. Il faut des pistes cyclables. Il faut que cette piste soit en cohérence. Et monsieur le maire, tout à l'heure, je vous entendais. J'ai oublié votre nom. Pardon, monsieur le maire. Vous avez dit une chose incroyable. Vous avez parlé de la gouvernance. Et on a un problème de gouvernance en France. Tout le monde a des compétences sur les transports. Ça veut dire que, par exemple, la ville A va faire une très jolie piste cyclable et la ville B, elle va lui dire « Oh, je ne sais pas si je fais la piste cyclable, donc je ne sais pas si je vais prolonger. » Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une cohérence de gouvernance. Une politique des transports, c'est un échelon au niveau local. Tout le monde se parle avec les acteurs, mais aussi ce sera en cohérence avec ce qu'on fait au niveau européen. Et moi, je suis parfois très frustrée parce que tout ce qu'on gagne au niveau européen, lorsqu'on regarde en France, on se dit mais c'est quand même pas possible. On va être encore les derniers. Je rappelle que la France, on a tout pour réussir. On est le 25e pays sur 26 qui est le moins cyclable, alors qu'on a toutes les capacités pour relancer cette économie. Qu'est-ce qu'on attend ? Merci pour cette première... C'était un mini coup de gueule, voilà. Pour cette... Je ne crois pas que c'était une attaque contre vous, c'était contre la gouvernance globale. Bon, alors, on enchaîne. Anne Kaufmann, alors, pour Air Parif, première question sur... où est passé le micro ?
Rendez le micro, Karima. Merci. Sur le poids de la réglementation européenne, justement, pour une région comme l'Île-de-France, peut-être rappeler en un mot ce qu'est Air-Parif, et mais vraiment très brièvement, parce que le temps file très vite et on a commencé en retard. Et puis, savoir, par effet de loupe, pour la région et la métropole, qu'est-ce que ça représente, ces enjeux en fait, autour de la qualité de l'air, au-delà de ce qu'on a pu déjà dire? Donc, Air-Parif fait l'association de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, et on appuie on fait de la surveillance et de la prévision, on va en entendre parler les prochains jours, mais aussi appuie tout ce qui est compréhension des phénomènes pour faciliter le passage à l'action, et puis tout l'accompagnement en fait des territoires. Et pour répondre à votre question, je vais prendre un exemple. En fait, on a sur Paris, entre 2002 et 2012, on a une baisse notable de la pollution, et on a 80% de cette baisse de pollution liée au trafic routier, qui est liée à l'amélioration des véhicules et à la mise en œuvre des directives européennes, finalement. Voilà, des directives européennes, les 20% étant de l'action locale de réduction du trafic. Donc ça, c'est une illustration. Une autre est peut-être l'existence même d'Air-Parif et des associations de surveillance, nos collègues partout en France, qui sont issus d'une directive européenne de 96 qui impose de la surveillance. Et on agit quand même plus facilement sur ce qu'on surveille et ce qu'on contrôle, et qui a permis en fait tout ce suivi et les alertes régulières sur on n'est pas du tout encore au bout de l'histoire pour respecter les valeurs réglementaires. Alors un mot peut-être sur un plan plus économique que de santé publique dont on a parlé, sur la qualité de l'air et le rôle que ça peut jouer sur l'attractivité d'une région. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est quantifié, ou en tout cas qui est relativement évident? Ça fait partie du marketing territorial, la qualité de vie, dont la qualité de l'air, voilà, justement. Tout à fait. Alors, ce n'est pas encore quantifié à ma connaissance. Par contre, et on en parle encore relativement peu en Île-de-France. Par contre, dans les pays asiatiques, c'est une vraie difficulté d'attirer des expatriés dans les villes très polluées. C'est un vrai enjeu d'attractivité, et ça le devient ici. Je vais juste citer un exemple en Île-de-France. En mars 2014, vous vous souvenez peut-être de la circulation alternée qui n'avait pas été mise en œuvre depuis très longtemps. Et on a des tas de tour opérateurs qui nous ont appelés en disant: est-ce qu'il faut qu'on annule tous les voyages en France parce que l'Île-de-France est très, très, très polluée. Donc c'est un vrai enjeu. D'accord, mais on peut imaginer qu'effectivement des cadres en expatriation ou même des entreprises à la recherche d'une implantation pour leur siège social peuvent hésiter entre plusieurs territoires en fonction de ce genre de critères. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui prend de l'importance. Peut-être au-delà de la surveillance dont vous avez parlé, que fait Air-Parif? Vous avez mentionné la sensibilisation. Je crois que vous menez des projets en collaboration avec d'autres structures parisiennes, dont Paris & Co, par exemple, dont va nous parler Élise. Mais tout à fait. Au-delà de l'accompagnement des décideurs pour les plans d'action ou des études pour mieux comprendre, est-ce qu'on a plus d'ultrafines qu'avant ou des choses comme ça, de particules, on aide aussi effectivement les particuliers, mais aussi les entreprises à travers tout ce qui est le soutien à l'innovation, à travers des expérimentations comme celle qu'on peut mener effectivement en collaboration avec Paris & Co, et je vous laisserai en parler plus longuement. Parfait. Ben alors du coup, merci beaucoup. Si vous pouvez faire circuler le micro. Donc effectivement, Élise Batquin, peut-être un mot rapide sur Paris & Co et en nous focalisant sur Urban Lab et Air Lab. Sur la genèse de ces programmes, pourquoi ces programmes et qu'est-ce que vous en faites? Du coup, donc, Paris & Co, c'est l'agence d'innovation de Paris, et en son sein, l'Urban Lab, c'est le laboratoire d'expérimentation urbaine. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs urbains à venir tester leurs solutions innovantes directement en situation réelle à Paris. Pour ce faire, on fonctionne en fait au travers de programmes thématiques
où on va venir en fait sur une thématique urbaine donnée où on sent qu'il y a un nœud et qu'il y a un besoin pour la collectivité de trouver de nouvelles solutions. On va venir lancer en fait des programmes où on sélectionne une dizaine de projets innovants et on les accompagne au déploiement de leurs solutions innovantes à Paris. Du coup, il y a 2 ans, quand on s'est posé la question de notre prochain programme, la qualité de l'air, elle s'est vraiment imposée de manière hyper naturelle dans nos discussions avec la ville de Paris, parce que c'est ce qu'on a dit, enjeux sanitaires, enjeux économiques, enjeux d'attractivité, mais c'est aussi en fait un secteur industriel qui se structure, et il y avait besoin en fait de réussir à mobiliser le secteur autour de la thématique en disant venez, ça y est, il faut trouver des nouvelles solutions sur la qualité de l'air. Sauf que nous, Urban Lab, on est spécialiste de l'expérimentation urbaine, mais pas de la qualité de l'air. Du coup, ça nous a paru juste naturel de nous tourner vers Airparif, qui lançait en fait l'Air Lab à ce même moment, donc le dispositif d'innovation et de soutien aux entrepreneurs sur le sujet de la qualité de l'air. Et du coup, on s'est associés pour lancer ce programme autour de la qualité de l'air. On avait différentes thématiques. L'idée, c'était de chercher à la fois des solutions sur les questions de mesure, sur les questions de dépollution et potentiellement de trouver des choses autour de la sensibilisation et des changements de comportement. Finalement, on s'est rendu compte que toutes les questions de sensibilisation et de changement de comportement, on a eu très peu de candidatures. Du coup, sur nos 10 lauréats, les projets se sont concentrés sur les questions de mesure et de dépollution. Et donc on a sélectionné 5 projets sur la qualité de l'air extérieur et 5 projets sur la qualité de l'air intérieur. Par rapport à la qualité de l'air extérieur, on a 2 projets autour de la question des microcapteurs. C'est une question qui remonte beaucoup. Donc on a un réseau de 30 microcapteurs qui est déployé dans le nord de Paris pour faire de la mesure sur une échelle fine. On a aussi des capteurs bruit-pollution, notamment sur les chantiers. Parce que j'apprends à personne, Paris va être un chantier et le Grand Paris va être un chantier pendant longtemps. Du coup, il faut connaître l'impact de ces chantiers. Et on a 2 projets autour de la mobilité. Un système en fait qui permet l'injection d'hydrogène dans les moteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a un projet sur l'éco-conduite. Et on a enfin un projet qui devrait être testé prochainement sur la biofiltration végétalisée. Est-ce que ça fonctionne vraiment, les biofiltres végétalisés, pour filtrer l'air ? Merci beaucoup. Merci de passer le micro à votre voisin. Alors, Sébastien Guigues, en tant que directeur de SEAT France, vous êtes un peu le coupable, l'accusé, on va dire, sur ce plateau, enfin, en tant que représentant de l'industrie automobile. Mais du coup, c'est aussi vous qui détenez une partie de la solution quand même. Donc, quel est, de votre point de vue, le rôle que peut jouer un constructeur automobile dans ce contexte que nous venons de décrire ? Alors avant tout, bonjour. Merci de nous avoir invités. Accusé présent, vous remarquerez. Donc, directeur de SEAT France, mais aussi citoyen parisien, père de famille de 2 enfants en bas âge, donc bien sûr sensibilisé au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, SEAT est en pleine mutation, en fait, comme beaucoup dans notre secteur. Pendant des années, nous avons fabriqué des véhicules. Et aujourd'hui, on doit redéfinir notre business model avec les règles qui nous sont définies, puisque c'est comme en sport, il y a des règles, il faut les respecter, essayer de bien jouer. Devenir des fournisseurs, des règles européennes bien sûr, des fournisseurs de mobilité. Donc c'est un métier complètement différent. Et c'est un métier qui nous oblige à travailler 3 axes. Le premier, celui du véhicule, c'est-à-dire 2 roues, 3 roues, 4 roues, des rails. C'est pas que de l'automobile, ça ne sera pas que de l'automobile, ce ne sera plus que de l'automobile. Ceux qui ne veulent pas le voir ne sont pas à jour, c'est tout, c'est un fait. Vous pensez qu'il y a encore des constructeurs automobiles qui sont dans le déni ? Enfin, je ne vous demande pas des noms, hein, mais vous, ça ne m'étonne pas. Mais alors personnellement, je m'occupe de mon cas, mais je pense que c'est vital pour l'avenir des entreprises de faire ce constat. Ouais. Le deuxième, il est sur l'usage du transport. Je paye à l'usage, je partage, j'achète, je loue, etc., etc. Et le troisième, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'énergie que je mets dans ce transport. Je rappellerai juste au passage, parce qu'on n'en parle jamais, on trouvera difficilement en milieu urbain un meilleur moyen de le transport que marcher. Plus personne n'en parle, mais en plus j'aime bien marcher. Et c'est un constructeur automobile qui le dit. Hein. Oui, mais je suis citoyen avant d'être fabricant automobile.
Donc c'est du bon sens, il n'y a rien d'autre. Donc sur les énergies qui sont diverses, hein, on nous parle de beaucoup de choses, chez SEAT on s'est centré sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui technologiquement et qui a un prix acceptable pour le consommateur à qui on demande, on est tous consommateurs, de sauver la planète. Oui, parce qu'on dit souvent que l'écologie, c'est en tout cas punitif sur le plan économique. Ça coûte cher d'être aux citoyens, d'être plus vertueux, ça lui coûte plus cher. C'est ce qu'on entend souvent dire. Oui, et c'est un peu le défi. Tout le monde n'a pas les moyens de sauver la planète avec une technologie X. Donc chez SEAT, qu'est-ce qu'on propose concrètement? En plus de l'électrique et en plus de toutes les technologies que tous les fabricants proposent, on a décidé de mettre en avant, notamment pour des régions comme le Grand Paris, le GNV. Alors le GNV, c'est gaz naturel véhiculaire. C'est une technologie qui est très vieille. Le moteur au GNV a été inventé, pour la petite histoire, par un Français, avant d'inventer le moteur à essence. Juste pour la petite histoire. Donc on n'est pas dans la révolution, on est dans le réel. Ce gaz, c'est celui que vous utilisez, la plupart d'entre vous, pas aujourd'hui, mais en hiver pour vous chauffer dans vos logements. Donc c'est une énergie fossile et qui vient souvent soit de Russie, soit de Norvège, quand on habite en France. Maintenant, le petit 2 sur cette énergie GNV, c'est le bio-GNV. Alors le bio-GNV, c'est exactement le même gaz, c'est exactement le même résultat, sauf qu'il est issu de la méthanisation. C'est-à-dire on prend des déchets, nos agriculteurs, on a des beaux exemples en Bretagne, en région Rhône-Alpes, font un processus de méthanisation avec leurs déchets et créent un combustible qui est le bio-GNV. Ce bio-GNV, il a plusieurs avantages. Le premier, il réduit de 95% les particules fines. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les normes WLTP 2, sans vouloir parler de choses techniques. Il réduit jusqu'à 70% le NOx, ça va entre 50 et 70%, ça dépend des caractéristiques techniques, mais c'est pas le sujet du jour. NOx en français, c'est qu'est-ce que Alors NOx, c'est ce qui fait que quand on est au passage piéton à Paris, ça sent mauvais. Nos enfants, ils disent « j'ai les yeux qui piquent ». Le CO2, c'est l'effet global, le NOx, c'est l'effet urbain. Et ensuite, il réduit aussi de 80% le CO2. Donc ce n'est pas une technologie zéro émission, mais c'est une technologie qui fait un immense pas en avant par rapport au moteur combustion, soit-il essence ou diesel. Autre avantage, puisqu'on est dans la vraie vie, il faut qu'on parle à des vraies personnes, un véhicule au GNV chez nous est disponible à 20 000 €. Donc ce n'est pas des véhicules à 50 000 €. Le plein se fait avec un billet de 20 €. Avec ce billet de 20 €, vous faites jusqu'à 500 km. Entre 4 et 500 km, ça dépend de votre façon de conduire, c'est comme d'habitude. Les véhicules, j'aime dire, sont des véhicules normaux, c'est-à-dire dans notre cas, c'est une Seat Leon ou une Seat Arona, même si je ne suis pas venu pour faire de la pub, mais pour ceux qui savent ce que c'est un véhicule normal. Ce n'est pas un véhicule en plastique, ce n'est pas un véhicule en forme d'œuf, c'est un véhicule normal. Donc il est normal, il a un prix normal, il émet beaucoup moins de CO2, de particules fines et de NOx. Un temps de recharge, on n'en parle pas souvent, mais je vous invite à passer 2 heures à recharger votre voiture. Un temps de recharge qui est d'à peu près 5 minutes, c'est exactement comme faire le plein de votre véhicule. Et en plus, il permet, notamment sur la région parisienne, d'être en critère 1, d'avoir un abattement de 50% sur le prix de la carte grise, etc., etc. Donc il y a aussi un vrai avantage économique pour les utilisateurs qui décideraient de franchir le pas. Mais en revanche, il y a un déficit quand même en termes d'infrastructures de ravitaillement aujourd'hui en France. Alors oui, c'est un fait. Il y a 100 stations de recharge ouvertes au public en France. Pas ouvertes au public, il y en a beaucoup plus, puisque notamment certains transports publics, comme les autobus ou les camions de ramassage d'ordures, fonctionnent déjà au GNV, mais c'est des stations privées. Donc il y en a 100 en France, il y en aura 300 en 2020. Donc 2020, c'est demain, hein, on ne parle pas de dans très longtemps. Et dans le Grand Paris, il y a 10 stations et il y en a 15 en projet. Ce qui est intéressant, c'est la plupart de l'usage automobile se fait de façon routinière, c'est-à-dire sauf le mois d'août ou le mois de juillet pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, je vais du point A au point B tous les jours de lundi à vendredi. Surtout si j'habite, dans mon cas, à Paris, et le week-end, je ne prends pas ma voiture puisque j'habite à Paris, j'en ai pas besoin. Donc quand vous allez du point A au point B tous les jours, il suffit qu'entre le point A et le point B, ou à proximité du point A ou du point B, il y ait une station de recharge pour que le business model, si vous me permettez l'expression anglaise, fonctionne. Puisque dans ce cas-là, je recharge toujours au même endroit. Et maintenant, je vous pose la question pour ceux qui ont des véhicules essence ou diesel, combien de fois par année vous faites le plein au même endroit? Moi, personnellement, tout le temps, sauf quand je pars en vacances en voiture, ce qui m'arrive de moins en moins. Donc, on n'a pas besoin d'une capillarité énorme. Personnellement, j'ai eu la chance de travailler longtemps en Espagne. On a lancé le produit, SEAT en Espagne est un acteur majeur. On a lancé le produit avec 100 stations aussi, et c'est aujourd'hui un succès. Donc, on ne s'est pas tellement posé la question, on ne va pas sortir nos véhicules tant qu'il n'y aura pas de station, puisque les gens qui font des stations n'auraient pas fait les stations tant qu'on n'a pas sorti les véhicules.
Donc en tant que citoyen, on s'est mis au travail, et modestement peut-être, parce qu'on ne prétend pas que ce soit la solution, mais que ce soit une solution, hein, on sait tous que les solutions sont diverses, on s'est mis à l'œuvre et c'est ce qu'on propose. Voilà. Merci pour cette présentation. Karima Deli, qu'est-ce que vous pensez de cette solution proposée par SEAT ? Dans le futur, qui va être sympa et agréable, les véhicules, il faut les regarder pas seulement sur le mix énergétique. Le mix énergétique demain, ce sera électrique issu des énergies renouvelables, hydrogène, gaz, etc. Il faut regarder les véhicules en termes de cycle de vie. Et là, on peut commencer à travailler sur une empreinte carbone. Alors tout le monde en Europe dit on veut faire la voiture électrique. Quand vous regardez son cycle de vie, la production est beaucoup plus polluante que le cycle de vie, je rappelle brièvement, c'est de prendre en compte les émissions depuis l'extraction des matières premières pour fabriquer quoi que ce soit jusqu'à la fin de vie, y compris le recyclage éventuel de quelques produits que ce soit, donc la voiture. Donc il va falloir réellement qu'on commence à dire comment on va faire dans les années à venir sur déjà les véhicules existants. Et c'est là où l'Europe et la France devraient arriver aux tables de négociation en disant il est grand temps de mener une nouvelle politique industrielle. C'est la raison pour laquelle je montrerai à partir de novembre le premier sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile. Pourquoi ? Vous avez eu l'affaire du Grande America. Vous savez, cette espèce de navire qui a pris feu en face de La Rochelle. Vous vous souvenez de cette affaire ? Oui ? Non. C'était un navire, il a pris feu. Et tout le monde a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce navire ? On a dit, oh, il y avait des petites matières dangereuses, mais tout le monde a oublié qu'il y avait 2000 véhicules diesel qui allaient où ? En Afrique. L'Afrique n'est pas la poubelle de l'Europe. Et donc, l'Europe doit se doter de quoi ? Et on a de la chance parce qu'on sait faire des politiques industrielles d'économie circulaire. Il va falloir qu'on relance le cycle, notamment de comment, aujourd'hui, on réutilise ces matières. Et ça, on le sait le faire. La Chine ne sait pas le faire. Et aux États-Unis, il n'y en a qu'un qui sait le faire, puisqu'une Tesla, elle, toutes les matières de la Tesla sont recyclées parce que M. Elon Musk, il a compris que demain, la guerre des métaux va être une guerre importante. Donc, par exemple, ça, il faut qu'on change de modèle dans l'industrie automobile. Deuxième chose qui est importante, c'est que là, on est dans un moment où moi, je ne comprends pas les constructeurs automobiles. Je leur tends la main. Est-ce qu'à notre moment où il nous reste 10 ans pour retourner la courbe des températures, de se dire qu'il faut lancer l'avenir de la mobilité sur des nouveaux mix énergétiques, mais un autre usage de la voiture. Les écolos, moi je suis écolo, alors je ne vais pas vous dire, on n'est pas pour l'interdiction comme ça du jour au lendemain de la voiture. Il faut changer d'usage de la voiture, de la possession au partage, et faire en sorte quel type de voiture. Mais là, la promotion des SUV, mais je peux vous dire, moi j'ai un problème de fond. C'est trop gros, ça consomme trop, ça prend trop de place dans les villes. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Monsieur Guigre, on a parlé du partage et non, de l'usage. Mais la voiture même, on n'a pas besoin de ce genre de choses. Ensuite, vous avez dit une question qui est très importante pour moi. Vous avez dit, mais attendez, Madame Dely, vous n'allez pas nous faire de l'écologie punitive. Mais le fait de ne pas faire d'écologie, ça c'est punitif, et notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est ça notre chose. Le fait de ne pas faire d'écologie, là c'est la punition, et on est en train de le vivre tous les jours. Donc ça veut dire concrètement que demain, il va falloir, et vous en avez un peu parlé, la question de l'innovation. Alors, au niveau européen, moi j'ai eu la chance de rencontrer des partenaires qui s'appellent Vieille Idée, qui est un accélérateur, avec d'autres partenaires. On se parle, notamment Europcar, les aéroports de Paris, etc. Et on s'est dit, mais attendez, il y a plein de choses qui sont en train de se faire en Europe sur les innovations. L'Europe, 60% des startups qui travaillent dans la mobilité sont européennes. Donc on est en train de créer un peu un accélérateur de ces mobilités. On les accompagne justement pour en faire des modèles. Mais le premier critère, c'est le critère efficacité énergétique, empreinte carbone, pollution. Et on voit qu'il y a des malins en Europe, des startups malignes qui vont aller booster et qui disent quoi ? Je suis désolée. Demain, parce que tout le monde est dans une projection aussi nouvelle, parce qu'on a parlé du mix énergétique, mais on ne parle pas aussi de toute la révolution numérique.
Notamment, tout le monde rêve de la voiture autonome. Mais la voiture autonome, ce ne sera pas une voiture individuelle. Elle va consommer énormément parce qu'il y aura des data centers dans les villes. Donc il va falloir il faut en faire un service public. Donc les constructeurs automobiles vont changer aussi de métier. La révolution dans les 5 ans, c'est rien par rapport à tout ce qu'ils ont vécu depuis 100 ans. Donc il va falloir se projeter. Ensuite, et je termine par là, les infrastructures, elles existent, il faut un peu les booster, mais la véritable question est: quels seront les comportements des uns et des autres pour réellement lutter contre les deux fléaux, le climat et la crise sanitaire sur la pollution de l'air? Et là, on voit des choses extraordinaires. Il y a une question sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est du point A au point B, c'est l'intermodalité. Et ça, la révolution numérique commence à nous amener des choses. La Finlande, le fait de ne pas se déplacer, vous voulez dire? Comment? Ne pas se déplacer? Par exemple, il y a des pays où, par exemple, il y a des entreprises qui font confiance à leurs salariés et qui disent aujourd'hui, cette semaine, pendant 2 jours, on va faire du télétravail. On leur fait confiance. Et ils ne se déplacent pas, mais ils travaillent de chez eux. Ça commence quand même à se développer un peu en Europe et en France. Ça commence à se développer, mais après, il y a aussi notre volonté à nous. Pourquoi on se déplace? Et en même temps, il ne faut jamais oublier une chose. Et là, moi je le dis, c'est dramatique, c'est toutes ces personnes qui ne se déplacent plus. Il y a 8 millions de personnes en France qui ne se déplacent plus. Ne pas se déplacer, c'est être immobile. Donc c'est pas voir le monde. 8 millions, c'est beaucoup pour 2 raisons. Soit parce que c'est trop cher, ou soit parce que ces personnes ne sont pas desservies. Donc vous voyez, au fait, la mobilité de demain, elle est très simple. Ce sera une mobilité qui sera bas carbone. Il faut être dans l'accélération des accords de Paris, travailler sur la pollution de l'air et ses conséquences. Une mobilité inclusive, tout le monde doit avoir accès à la mobilité. 3e critère, c'est renvoyer sur l'innovation, c'est comment on cadre aussi cette mobilité connectée. La 4e, dont on parle assez jamais, je trouve, c'est la mobilité sûre. Je veux dire, ce n'est pas possible qu'en Europe, il y ait encore tous les ans 26 000 morts sur nos routes. Je rappelle qu'un mort est égal 7 à 8 blessés, très graves. Merci beaucoup. Il nous reste à peine 7 minutes. Élise, j'aurais voulu vous redonner la parole pour que vous nous partagiez en fait les difficultés que vous avez éventuellement identifiées en travaillant sur ce sujet de la qualité de l'air, parce qu'à nous entendre tous autour de la table, on a l'impression que c'est vraiment le sujet auquel tout le monde doit s'intéresser. Ce n'est pas tout à fait encore le cas apparemment. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos travaux de l'Urban Lab? En effet, nous, on est vraiment sur le terrain avec nos 10 porteurs de projets. Et alors qu'on pensait que tout le monde parle de la qualité de l'air, il y a beaucoup de grands discours autour de ça, on pensait qu'on allait nous dérouler des tapis rouges pour venir installer tous nos prototypes innovants. Et en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué de ça. Il reste encore une certaine frilosité à la fois des acteurs publics et à la fois des acteurs privés pour venir accueillir en fait des solutions notamment de dépollution et de mesure. Parce qu'il reste que c'est un sujet sanitaire, la qualité de l'air, et c'est un sujet qui fait peur encore. Il y a quand même cette question de dire, ok, si je mesure la qualité de l'air dans mes bureaux ou si je mets un moyen de dépollution de l'air sur l'espace public, ça veut dire que je dis à mes citoyens ou à mes salariés, ah bah oui, en fait, objectivement, il y a un problème de qualité de l'air. Oui, en fait, la qualité de l'air pourrait être améliorée. Et c'est un constat auquel un certain nombre de dirigeants, de décideurs ne sont pas encore prêts. Ils ne savent pas encore en fait comment le traiter et quel est le discours en fait qu'ils doivent déployer autour de ça. Et au-delà de ça, un deuxième constat auquel là, nos porteurs de projets n'étaient pas préparés et l'ont mal anticipé, c'est la complexité en fait du secteur, parce que la qualité de l'air, c'est un enjeu transverse. Côté public, ça veut dire de travailler avec les gens qui font l'environnement, qui font la mobilité, qui travaillent sur la santé, avec l'innovation. Donc c'est vraiment beaucoup de gens à mettre autour de la table, et c'est comme tout sujet transverse, c'est compliqué de mettre des gens autour de la table. Et surtout, ce qui est qualité de l'air intérieur, c'est aussi des parcours du combattant en fait, pour trouver qui est responsable de la qualité de l'air au sein d'un bâtiment. Est-ce que c'est le gestionnaire du bâtiment? Est-ce que c'est le prestataire technique de la ventilation? Est-ce que c'est le constructeur? Il y a vraiment un sujet là qui est en fait,
qui est responsable de la qualité de l'air et quel peut être le bon interlocuteur, moi en tant que porteur de projet innovant, auquel m'adresser pour que je puisse derrière déployer. Parce qu'en fait, la qualité de l'air intérieur, c'était pas forcément votre sujet au départ, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était aussi un sujet encore moins bien connu que celui de la qualité de l'air extérieur. Donc, vous pensez que c'est un des gros chantiers en fait Complètement, de demain. ouais. Et d'autant plus, c'est un marché qui se structure très fortement. Il y a une donnée toute bête, c'est qu'en fait, on passe entre 2/3 à 80% de notre temps à l'intérieur. Et ça va de manière croissante. Or, en fait, on fait des bâtiments qui sont de plus en plus étanches pour qu'ils soient performants énergétiquement. Et de fait, on a du mal à recycler l'air. Et à l'intérieur de nos bâtiments, que ce soit le bâtiment en lui-même, les produits ménagers qu'on utilise, les meubles, tout ça, c'est en fait une pollution de l'air qu'on respire en fait, du coup, les 3/4 de notre temps pendant la journée. Et c'est un vrai sujet qui est globalement peu médiatisé. Pourtant, c'est vraiment l'enjeu sanitaire également de demain, cette question de qualité de l'air intérieur. Merci. Un autre sujet, c'est plutôt pour vous, Anne Kaufmann, sur la qualité de l'air, là pour le coup extérieur, qu'on n'a pas mentionné ce matin, mais je pense que ce serait quand même utile d'en dire un mot, c'est les autres sources de pollution de l'air extérieur, autres que le transport, parce qu'il y en a d'autres quand même sur lesquels vous agissez également, ou vous aidez, vous accompagnez en fait des acteurs pour qu'ils agissent. Oui, vous avez raison, on a parlé beaucoup de mobilité, ce qui a du sens puisque c'est la première source de pollution en Île-de-France, mais il est important d'avoir en tête plusieurs autres sources, notamment tout ce qui est chauffage, avec, là je rejoins votre propos, un enjeu très important pour améliorer ce chauffage. Alors pour avoir des idées en tête, c'est 1/3 des émissions de particules en Île-de-France viennent du chauffage résidentiel, c'est pas du tout anodin, donc on peut rénover avec la prise en compte de l'air intérieur absolument. Le changement de combustible, ça peut être aussi une question, et notamment ce qui est avoir en tête que le chauffage au bois, notamment individuel dans des équipements peu performants, ça fait 85% de mon tiers d'émissions dont je parlais juste avant. Donc il y a un vrai enjeu, d'où... Et les pouvoirs publics s'y attaquent à ça Oui, il y a des aides qui sont proposées, notamment par l'ADEME et la région, pour limiter, pour renouveler en fait les équipements peu performants. Et il y a un gros travail de communication à faire, puisqu'on parle beaucoup du chauffage au bois pour son caractère renouvelable et intéressant pour lutter contre le changement climatique, mais ça a le gros défaut d'être très très polluant, que ce soit en particules ou en composés organiques volatiles. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire pour modifier les comportements. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut absolument pas faire de bois, mais il faut le faire dans de bonnes conditions, avec des traitements adéquats derrière. Très bien. Peut-être un dernier mot, Monsieur Guix, sur, en comparaison avec d'autres pays, vous en avez dit un mot tout à l'heure, où vous êtes également implanté, où là, le GNV a un taux de pénétration plus important qu'en France. En fait, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez qui se passe en France pour que ça se déploie plus rapidement ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quelles sont vos demandes ? Le pays du GNV, donc du gaz naturel véhiculaire en Europe, c'est l'Italie. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont commencé il y a très longtemps au niveau des infrastructures, et le fabricant national Fiat, à l'époque, a joué le jeu et proposé des modèles. Donc il y avait l'œuf et la poule. La poule n'attendait pas l'œuf et l'œuf n'attendait pas la poule. C'est spécialement développé dans l'Italie du Nord. Pour une marque comme Seat, c'est à peu près 30% de nos ventes. Je pense que, comme ça a démarré il y a très longtemps, ça a plus démarré sur l'aspect économique que écologique au début. Peu importe les raisons, toujours est-il, le résultat est là. Ça se développe pas trop mal en Allemagne. Et puis en France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens nous disaient non, ça c'est pour les poids lourds, ça n'intéresse pas pour les véhicules. On a le mérite d'être persistant dans nos arguments. Et puis maintenant, les gens commencent à se dire, mais s'il y a des solutions aussi pour les véhicules, pourquoi pas ? Ce qui est clair, juste pour être aussi franc dans la proposition, dans sa version bio-GNV, qui est celle qui est la plus intéressante, vous l'avez compris, le but, c'est pas forcément que ça devienne quelque chose de planétaire ou de mondial, mais que ce soit en économie locale. C'est-à-dire l'expérience en Italie, l'expérience dans certaines régions en Espagne et en Allemagne montre que ça marche très bien, par exemple en Bretagne ou en Rhône-Alpes, pour reprendre les deux exemples que je prenais tout à l'heure, ou en Île-de-France. C'est-à-dire on n'est pas forcément sur quelque chose de global, mais on est sur quelque chose qui peut bien fonctionner à certains endroits.
Donc voilà. Et peut-être juste un commentaire sur le télétravail. Chez SEAT, on fait du télétravail et on a eu la bonne surprise, il y a 2 ans, quand on a commencé à se rendre compte, même si j'aime pas le terme pour parler de mes collègues, que la productivité est même meilleure, puisque forcément, ils passent plus 1 heure dans les transports. Bon, c'est comme pour le mix énergétique, je pense qu'il faut un peu de tout, un peu de télétravail, mais Exactement. pas 100% Voilà. de télétravail tous les jours, tout le monde, tout le temps, quoi. Et rappelez-vous, continuez à marcher. Oui. Alors justement, à propos de marché, merci beaucoup à vous toutes. C'était très féminin comme panel. Et à vous, monsieur. Et merci doublement, puisqu'effectivement, vous êtes venu en tant que représentant du secteur automobile, ce qui n'était pas forcément le rôle le plus facile à jouer ce matin.